Bonjour, j'espère que vous allez bien. Avec toute l'information actuellement dont vous êtes bombardé sur une base quotidienne, nous avons pensé vous faire cette capsule financière spéciale COVID-19 pour un peu d'abord vous expliquer l'analyse que nous avons des pareilles circonstances avec le stress financier qu'on vit à l'heure actuelle. Vous faire part également de qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien en pareilles circonstances, quels gestes avons-nous posés dans vos portefeuilles au cours des dernières journées et en même temps relativiser un peu ce qui se passe par rapport à d'autres événements de stress qui se sont passés au cours de l'histoire, dont naturellement la cause est tout à fait différente, mais il y a quand même des dénominateurs communs qu'on est capable de regrouper lorsqu'on fait l'analyse de l'ensemble de ces événements, et c'est ce qu'on veut partager avec vous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, débutons avec cette capsule spéciale COVID-19. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais passer avec vous un peu, c'est d'abord de débuter avec c'est quoi le constat actuellement? Quelles ont été les baisses au niveau des marchés financiers là, depuis environ le 19 février, où on avait atteint un sommet des marchés financiers? On va regarder également d'autres corrections passées, encore une fois, avec des raisons différentes, mais d'essayer de tirer des leçons de ce qui a pu se passer. Faire un peu un tour de la finance comportementale. Actuellement, il y a beaucoup plus de choses qu'on peut expliquer par le comportement humain que par l'analyse financière fondamentale. Et c'est ce que je vais vous présenter également aujourd'hui. Les rebonds qui ont suivi de pareilles périodes. Alors, naturellement, on n'a pas d'idée quand, mais on sait qu'éventuellement, c'est quelque chose qui va se produire. Revenir aussi avec un petit comparatif qu'on aime faire entre l'immobilier et les marchés boursiers, alors que l'immobilier est beaucoup plus concret que la bébite que peuvent être les marchés boursiers. Quelles sont, encore une fois, les actions de notre comité de placement? Alors, qu'est-ce qu'on a fait à date? Qu'est-ce qu'on fait dans notre quotidien? Qu'est-ce qu'on prévoit faire également au niveau des portefeuilles? On se posait la question, est-ce qu'on ne devrait pas vendre et racheter tout ça plus tard? Alors, on va aborder ça et naturellement terminer avec une période de conclusion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la baisse des différents indicateurs à date? Alors, on voit que le marché boursier canadien est en recul à l'heure actuelle de 31 %, le marché américain de 27 les marchés internationaux de 36 %. Alors, première conclusion, dans une période comme ça, les grands principes de diversification géographique ne tiennent plus. Alors, encore une fois, beaucoup d'émotivité. On n'est pas dans je réfléchis, j'analyse et je pose des gestes. C'est je vends et je me poserai des questions par la suite. Alors, c'est actuellement ce qui anime vraiment nos journaux au quotidien. Vous comprendrez que j'ai pris la peine de mettre une date à ces chiffres-là parce qu'on vit du plus 5, moins 5, plus 10, moins 10. Encore une fois, ça, c'est assez inusité. Et l'autre chose qui, en près de 25 ans de carrière, qu'on n'a pas vu souvent, c'est la rapidité à laquelle ces chutes-là se sont, dans le fond, déroulées au cours des dernières semaines. On a parallèlement une baisse très importante au niveau du prix du pétrole, comme vous savez, qui est explicable par les membres de l'OPEP, avec l'Arabie saoudite en tête, qui a voulu, voyant une réduction de la demande du pétrole, a voulu fermer le robinet, en fait diminuer l'offre pour essayer de pouvoir maintenir un certain prix. Et lorsqu'ils se sont assis avec les Russes, alors les Russes ont dit non, nous, on n'est pas intéressés de limiter ou de diminuer notre quota de production quotidien de pétrole. Et c'est ensuite que l'Arabie saoudite a dit, bon, bien comme ça, on va vous faire goûter, on va vous expliquer qu'est-ce qui fait que nous, on produit un baril de pétrole à 10 $ et que vous, il vous coûte beaucoup plus cher que ça. Et on va se mettre dans une situation où est-ce qu'on va essayer un peu de faire mal à la compétition, en tout cas pour un temps. Alors, tout ça fait que si on avait été simplement avec une crise au niveau du prix du pétrole, ça en soi aurait été suffisant pour justifier une partie de la volatilité qu'on vit. Alors imaginez-vous qu'avec le COVID-19, on a vraiment 1 + 1 = 3, et c'est ce qui fait que les marchés ont vécu ce qu'on voit là, au cours des dernières semaines. On voit également que le dollar américain s'est renforcé de 7 % et ça ne nous surprend pas.
Dans des moments de stress comme ça, la devise internationale demeure le dollar US et donc au moins la partie américaine des portefeuilles va avoir un gain de 7 ou une perte de 7 de moins. Ce qui fait que quand on ramène ça en dollars canadiens, bien, je me compare avec une bourse canadienne à moins 31 et en réalité une baisse du marché boursier américain de 20 pour un Canadien. Alors encore une fois, cette diversification-là au moins nous a servi au cours des dernières journées. Quand on compare cette baisse des marchés-là, j'ai sorti ici un tableau, dans le fond, qui résume les pires baisses du marché boursier depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, on voit qu'il y en a eu quand même quelques-unes, avec naturellement une volatilité qui a été différente dépendant des périodes. Celle qui nous vient le plus rapidement à l'esprit, c'est la grosse qu'on avait eue en 2008, alors avec une baisse de 57 donc on mesure le sommet du marché à son plus creux. Et on voit qu'actuellement, si on veut relativiser notre moins 27 à l'heure actuelle, bien, un bon marché baissier ou une bonne récession, en moyenne, les marchés vont reculer d'à peu près 34 Alors, premier constat. Donc, le moins 27 actuellement peut être un peu quelque chose d'inusité en termes de rapidité, parce qu'on a vécu ça en l'espace de 3 semaines, alors qu'habituellement, un marché, de son sommet au creux, ça va prendre à peu près 14 mois en moyenne. Alors donc, encore une fois, ça, on ne l'a jamais vécu, mais la baisse de moins 34 ou de moins 27 à l'heure actuelle, ce n'est pas quelque chose qui en soi est quelque chose qu'on n'a jamais vu sur la planète, là. Dans l'histoire, comme vous pouvez le voir, on a ces faits-là. L'autre chose également, c'est comment ça prend de temps après une baisse comme ça pour que le marché boursier revienne où est-ce qu'il était. Et on voit qu'en moyenne, on parle d'environ une durée de 40 mois. Encore une fois, c'est des moyennes. Et on parle donc d'à peu près 3 ans et demi. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, si on était au creux, ce n'est pas nécessairement ce qu'on pense, mais si on était au creux aujourd'hui, à peu près 3 ans et demi pour revenir où est-ce que nous étions avant que tout ça débute. Je vous parlais tantôt de finances comportementales. C'est quand même important, et puis loin de moi d'être un spécialiste en psychologie, mais les études le démontrent depuis plusieurs années. À l'heure actuelle, ce n'est pas la logique financière qui prévaut. Alors, ce n'est pas la Caisse de dépôt et placement actuellement qui vend ses actions, c'est certainement pas nous autres, ce n'est pas non plus les Jerry Slawski de ce monde. Ceux qui vendent actuellement, c'est soit ceux qui ont des appels sur marge, on vit également avec tous les hedge funds, les fonds de couverture, les spéculateurs. Malheureusement, on est sur la même patinoire que tout ce monde-là et c'est un peu tout ça qui affecte les prix qu'on voit actuellement dans nos écrans. Il faut toujours se rappeler qu'à chaque journée sur les marchés, on n'est jamais obligé d'acheter. Sinon, on veut prendre une position et d'augmenter nos actions. Il n'y a aucune urgence. Je peux attendre à demain, je peux attendre dans une semaine. Alors qu'à tous les jours, il y a des gens qui sont obligés de vendre. Soit parce qu'on a besoin d'argent pour payer nos impôts, parce qu'on a besoin de vivre avec nos argents, également parce que je peux avoir un appel de marge, des besoins. Donc, c'est comme dans n'importe quel marché. Si j'ai plus de vendeurs que d'acheteurs, bien, les marchés vont diminuer jusqu'à temps qu'à un moment donné, les acheteurs vont rentrer. Puis on sait qu'il y a beaucoup de liquidités sur les lignes de côté. Alors, à un moment donné, le marché va se faire un genre on appelle ça un plancher, où est-ce qu'à certains niveaux, il va toujours avoir des acheteurs qui vont rentrer. On n'est pas là encore à l'heure actuelle. Alors, c'est important par rapport à ça de se rappeler également que de la façon qu'on est fait, qu'on réagit, alors dans notre cerveau, la partie ou le dommage que peut nous occasionner des pertes financières, dans le fond, est un peu au même endroit que de tous les réflexes qu'on peut avoir par rapport au danger. Comme être humain, quand il y a un danger, qu'est-ce qu'on fait? On se sauve. Si je suis dans le bois puis j'arrive face à face avec un ours, même s'ils me disent qu'il faut que je reste là et que je fasse le mort, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais partir à courir. S'il y a un ouragan, s'il y a peu importe un événement qui va arriver, on veut se sauver. Naturellement, c'est la pire chose qu'on peut faire en gestion de portefeuille pour un épargnant. Ça demeure quand même un réflexe naturel qu'on doit un peu essayer de surmonter. Alors, on voit également que on a ce qu'on appelle le cycle des émotions d'un investisseur. Comment on se comporte lorsque le marché monte par rapport à ce qui descend? On vit différentes phases par rapport à ça. Puis, je vous rappelle aussi que des études ont démontré que de faire un gain de 100 000 par exemple, nous apporte un certain bonheur, mais beaucoup moins qu'une perte de faire 100 000 Alors, encore une fois, ça nous affecte dans notre comportement. Et comme on est rendu
à gérer de la finance comportementale énormément dans ce qu'on voit quotidiennement, c'est important de se rappeler ces principes-là. Donc, lorsqu'on est ici, c'est des investisseurs qui nous disent « Hey, comme en 2001, hey, Nortel, il est rendu à 120, il s'en va à 300, je veux en acheter davantage, je veux prendre plus de risques. » Souvent synonyme qu'on est dans un marché qui est très élevé. Comme l'année passée, hey, on devrait racheter de la technologie, c'est très, très bon, beaucoup de spéculation. J'aurais pu faire un peu plus d'argent si on était plus spéculatif. Même chose dans le temps des compagnies de marijuana qui ont monté puis qui ont fait ça. Donc, il faut quand même être, dans cette période-ci, on est plus là pour freiner nos clients de prendre trop de risques. Au même titre qu'ici, lorsqu'on commence à rentrer dans des zones, alors où est-ce qu'on est à l'heure actuelle? On est probablement quelque part ici. C'est certain qu'on n'est pas rendu de l'autre côté encore. Et c'est là quand même qu'il faut être conscient qu'on est dans cette période-là avec des creux qui sont en fait dans une région où est-ce qu'on a beaucoup plus de baisses qui ont déjà eu lieu, peut-être qui restent à venir. Alors, qui le sait, on verra au cours des prochaines semaines. En même temps, bien, si on regarde ce qui s'est passé sur les marchés financiers, sur le marché boursier américain ici, en exemple, depuis les 100 dernières années, il y a quand même eu d'autres événements. Si le matin, on nous annonçait que les Américains ont largué 2 bombes atomiques sur le Japon, je ne pense pas que ce serait plus joyeux de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et je ne fais pas référence au drame humain, mais par rapport à l'événement, comment on réagirait comme individu. Alors, c'est arrivé, ça. Alors, on voit quand même qu'on a vécu des périodes, il y en a, comme vous pouvez voir, il y en a un paquet. Les dernières qu'on a vécues, qu'on se souvient un peu plus, naturellement, c'est le côté de la bulle technologique, également au niveau de la crise financière. Et suit ces périodes-là des rebonds. Alors, dans peu importe la situation, on voit en moyenne que lorsqu'on aura atteint le creux, le marché rebondit environ de 33 pardon, lorsqu'on vit ces périodes-là. Et on voit que, dans le fond, c'est jamais arrivé qu'il n'y a pas eu de rebond. Naturellement, ça peut dépendre de où est-ce qu'on est parti. Est-ce que le rebond compense au complet la perte qu'on a eue? Non, parce que si on est passé de 100 $ puis qu'on est tombé à 66, un rebond de 33 ne me ramène pas où est-ce que j'étais, mais encore une fois, c'est des moyennes pour vous montrer un petit peu, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces différents événements-là. Si on compare un peu le marché boursier avec le marché immobilier, alors on va s'imaginer qu'on est propriétaire d'un parc immobilier. On a, au fil des années, acheté une douzaine de blocs appartements de bonne qualité, avec des bons locataires. Et l'année passée, quelqu'un vient nous voir et nous dit « Tu as 2 blocs appartements qui m'intéressent. » Alors, on n'est pas nécessairement vendeur, mais il nous a tellement offert un bon prix qu'on a dit « C'est correct, on va les vendre. » Ces blocs appartements-là étaient évalués à 1 million à ce moment-là et il nous versait un loyer de 40 000 $ par année, donc ni plus ni moins net, là, donc on fait un rendement de 4 % avec ça. Là, on arrive, on est à peu près 2-3 mois plus tard, les mêmes blocs appartements qu'on a réussi à vendre à 1 million, aujourd'hui, on peut les racheter à 700 000. La beauté de tout ça, c'est que les locataires à l'intérieur n'ont pas changé. J'ai encore, même si j'ai investi 700 000, j'ai encore un loyer de 40 000 $ qui va rentrer. Il n'y a rien qui a changé dans mes baux. Alors, à ce moment-là, je fais un rendement de presque 6 % Et vous me voyez venir au niveau de mon parallèle. Alors, à ce moment-là, les dividendes, si on a des bonnes sociétés qui ont une solide situation financière et qui nous payent des dividendes avec une partie de leur profitabilité depuis des années, à ce moment-là, si ces dividendes-là continuent, et c'est notre travail de bien les choisir justement en fonction de tout ça, alors là, je commence à faire des gains intéressants. Et cet exemple-là pourrait être exactement l'exemple des banques canadiennes. Les banques canadiennes sont en recul actuellement entre 20 et 40 % et nous payent des dividendes aujourd'hui d'autour de 7 % Il y en a à 6, il y en a presque à 8 % de dividendes. Alors, si je suis patient et que j'achète ces banques-là aujourd'hui, bien, ça revient à dire que je vais acheter un bloc appartement à escompte par rapport à ce que j'ai pu le vendre il n'y a pas longtemps. Est-ce que si j'achète un bloc appartement 700 000, il peut descendre à 600? Absolument. On n'a aucun contrôle là-dessus. Par contre, mes locataires, encore une fois, eux, vont continuer à me payer le même loyer, ce qui fait que je suis payé pour attendre, je suis payé pour traverser cette période-là. Un des défauts, selon nous, de notre industrie, c'est qu'on vous dit à tous les jours comment il vaut à chaque minute votre bloc appartement. Alors, on vous dit, faites un investissement à long terme, puis on vous dit à chaque minute comment il vaut votre investissement à long terme. Si je compare encore une fois avec l'immobilier, si j'achète une bâtisse 700 000, je vais aller voir dans 2 mois, dans 3 mois, quelle valeur qu'elle peut être rendue.
Absolument pas. Je me dis, j'achète ça. Dans ma tête, c'est dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, ça va être payé, ça va m'aider pour ma retraite. C'est important de garder le même raisonnement, encore une fois, avec vos placements sur les marchés. Il n'y a personne qui devrait être dans les marchés boursiers avec un horizon de moins de 3 à 5 ans. Pourquoi on vous dit 3 à 5 ans? C'est parce que quand on vit des périodes de stress comme actuellement, on ne doit pas avoir besoin de nos liquidités qui sont dans la partie action des portefeuilles pour vivre. Alors, c'est un peu le parallèle qui est peut-être intéressant de faire pour, encore une fois, sentir le béton, le mortier, quelque chose de plus concret. Maintenant, quand on regarde la situation, qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? D'abord, il fallait avoir posé des gestes avant tout ça. Naturellement, pas plus que personne, on a prévu le coronavirus de la façon que ça se passe actuellement. Par contre, ça fait 2 ans qu'on fait des capsules financières en vous mentionnant qu'on est beaucoup plus vers une fin de cycle. On a commencé à bâtir, on a bâti des positions en liquidité. On a baissé des profils d'investisseurs au cours des 2 dernières années. Donc, on a grimpé de la liquidité, pris moins de risques. L'année passée, en passant, ça nous a nuit un petit peu dans une très bonne année d'avoir un peu plus de liquidité. Mais aujourd'hui, on s'entend dessus que c'est intéressant parce qu'on peut la redéployer. Cette liquidité-là qui n'a pas baissé, on peut aller racheter des bonnes sociétés qu'on a vues fondre de 25 ou de 30 %. Alors ça, c'est des choses qu'on a fait. On a également pris en considération dans votre profil d'investisseur vos retraits de votre portefeuille. Alors, plus on a des besoins importants, plus on a mis un pourcentage important dans de la sécurité, dans du revenu fixe. Alors, c'est important pour vous de ne pas avoir la perception que votre portefeuille a baissé, on entend des clients, bien, je pense que je vais retirer un peu moins vu que ça a baissé. Écoutez, les retraits qu'on fait actuellement, on les fait de la partie revenu fixe de votre portefeuille. On n'ira pas vendre des actions à l'heure actuelle pour vous envoyer de l'argent pour que vous puissiez vivre là, à tous les 2 semaines ou à tous les mois. Et c'est ce qui fait qu'on a en général entre 5 et 10 ans de placements comme ça, revenu fixe, liquidité, pour pourvoir dans le fond, à vos besoins. Donc, il n'y a pas lieu de changer nos habitudes par rapport à vos habitudes, dans le fond, de besoin de vos portefeuilles à l'heure actuelle, justement parce qu'on a prévu d'avoir un profil en fonction de tout ça. On sait très bien qu'à très long terme, et on le sait depuis longtemps, les actions font mieux que les obligations. Pourquoi je me suis limité à mettre une partie de mon portefeuille dans des obligations qui rapportent, mettons, des 2, des 3 %? Bien, c'est justement pour être prêt pour ce genre de situation-là, qui, même si ça a été imprévisible, on sait que ça arrive à l'occasion. Donc, à ce moment-là, encore une fois, il ne faut pas changer notre mode de vie au niveau de nos retraits par rapport à ce qui prévaut à l'heure actuelle. On équilibre durant cette période-là, et on l'a fait déjà à 2 reprises dans vos portefeuilles depuis une semaine, on rééquilibre votre pourcentage d'actions et obligations. Alors, imaginons qu'on a commencé en février avec un portefeuille de 100 $. J'ai 50 $ qui se trouvent être dans des placements sécuritaires, revenus fixes, liquidités, puis j'ai 50 $ en actions. Alors, juste pour les fins de l'exemple, bien, je me retrouve à peu près un mois plus tard, mon 50 $ d'obligations revenus fixes n'a pas changé. Par contre, mon 50 $ d'actions, il est peut-être rendu à 35 ou à 40 $. Alors là, j'ai un portefeuille de 90, je ne suis plus 50-50. Je suis rendu presque 60 % en revenus fixes puis 40 % en actions. Donc, c'est important. Le principe, c'est que quand les actions prennent trop de place, on dégraisse, on prend des profits, puis en même temps, c'est une période pour commencer à réengraisser notre pourcentage. Pas dépasser le 50 % qu'on avait fixé ensemble, ou le 60, peu importe, mais quand même de l'ajuster, et c'est ce qu'on fait dans vos portefeuilles sur une base quotidienne. Naturellement, c'est très important d'avoir des processus rigoureux avant qu'une période comme ça arrive, parce que c'est là qu'à tête froide, on a pris des bonnes décisions. C'est quoi le tamisage? C'est quoi les critères qu'on a pour décider d'inclure ou d'exclure une compagnie, dans le fond, dans vos portefeuilles? Et ces mêmes principes-là, on y adhère encore à 100 % aujourd'hui. C'est ce qui nous permet, encore une fois, de le faire à tête froide et donc avec toujours avec des principes, je vous dirais, cartésiens. Naturellement, on suit l'évolution de la pandémie, puis l'objectif de la capsule aujourd'hui, ce n'est pas de se substituer aux spécialistes, aux infectiologues, etc. Ça, vous en avez assez d'informations. Naturellement, également, on va mesurer c'est quoi l'impact de tout ça sur les sociétés qu'on détient. Alors oui, on avait des sociétés avant qui étaient déjà des compagnies qu'on voulait avoir qui allaient bien traverser la fin du cycle économique, donc naturellement avec un peu plus de prudence. Il n'y a pas grand monde actuellement
qui sont en train de couper leurs services avec Rogers, TELUS ou Cogeco. Au contraire, il n'y a personne qui a probablement cancellé ses polices d'assurance vie cette semaine. Donc, les compagnies d'assurance, encore une fois, continuent à collecter leurs affaires. On a des compagnies qui, dans l'alimentation, comme les métros, les Loblaws de ce monde, qui sont plus élevées aujourd'hui en termes de prix qu'elles étaient au 1er janvier. Alors, nous, dans notre travail, c'est de dire, bon, bien, j'avais par exemple un Loblaw qui est en hausse de 5 %. Donc, j'ai vraiment été bien protégé dans ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai une banque qui a reculé de 30. Est-ce que c'est le temps de commencer à vendre un peu de ces titres-là pour aller acheter ceux qui ont baissé? C'est ça du rééquilibrage qu'on fait. Donc, oui, c'est correct le discours de on ne fait rien, on ne bouge pas, puis, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des opportunités à l'intérieur de ce qu'on a pour rééquilibrer nos affaires et de choisir les secteurs d'activité qui vont le plus bénéficier, dans le fond, de cette sortie-là éventuelle. Hier, on avait, par exemple, un appel à conférence avec une compagnie en technologie que je ne nommerai pas, qui nous mentionnait, eux sont dans le domaine de l'implantation du télétravail. Alors actuellement, lorsque les clients de cette compagnie-là les appellent, les contactent, on n'est pas dans « peux-tu m'envoyer une soumission ». C'est combien de postes que tu peux m'organiser en télétravail. Alors, cette compagnie-là a baissé presque de 30 % actuellement sur les marchés et elle va probablement sortir en 2020 uniquement avec un chiffre d'affaires plus élevé qu'elle avait dû aux événements. Ce n'est pas une question de profiter de ça, c'est la réalité. On a besoin. Nous, on est rendu en télétravail depuis presque une semaine. Alors, et fort à parier qu'il y aura plus de monde en télétravail après toute cette crise-là qu'il y en avait avant, pour des raisons évidentes. Peut-être qu'on va se rendre compte également que l'impact environnemental il y a une partie de ça qui a été bénéfique par rapport à nos déplacements, par rapport au trafic. Donc, il y a quand même des changements, certainement, qu'il y aura dans certaines industries et qui nous permettent, encore une fois, d'essayer d'avoir un rebond qui va être encore plus efficace que seulement garder le statu quo. Naturellement, et puis ça, je vous fais grâce de tout ça, on suit beaucoup d'analyses techniques, d'éléments techniques actuellement. Un qui est intéressant peut-être de vous parler, c'est ce qu'on appelle l'indice de la volatilité. Dans notre jargon, en nous, on appelle ça l'indice de la peur, qui est le symbole VIX, V-I-X, sur les marchés. Alors, le VIX, ça nous permet de mesurer un peu le stress financier de la part des investisseurs. Et pour vous donner une idée, depuis plusieurs années, cet indice-là varie habituellement toujours entre 10 et 40. Alors, 10, c'est un niveau de volatilité extrêmement faible, tout va bien, il n'y a pas de problème. 40, on est dans des récessions, des périodes de stress importantes. Le 11 septembre, par exemple, on était dans ces environs-là. Alors, depuis des années, entre 10 et 40 comme ça, sauf la crise financière. Durant le temps de la crise financière, on est monté à presque 86. Encore une fois, un stress très important par rapport à ça. Et cette semaine, on a pogné 83. Donc, on peut dire aujourd'hui que le stress financier dans les marchés est aussi élevé que celui de 2008, mais on peut quand même affirmer qu'à la sortie de cette crise actuelle-là, où est-ce qu'on dit aux gens, vous arrêtez de consommer, l'économie va tomber, elle va arrêter fret net sec, mais si on se rapporte à 2008, après 2008, on avait un consommateur qui est sorti de là, un consommateur américain qui représente 20 % du PIB mondial, donc un acteur important. Il est sorti de là avec une maison qui a perdu 30-35 % puis un portefeuille qui a perdu presque 60 %. C'est sûr que du jour au lendemain, on n'a pas envie de recommencer à consommer par partir sur des grandes dépenses. On veut se refaire un bilan. On s'est aperçu qu'on n'avait pas une grosse réserve financière pour des mauvais coups, donc on l'a créé. On a vu les taux d'épargne qui ont augmenté. Mais là, actuellement, ce n'est pas ce qu'on vit. On va sortir de cette crise-là éventuellement avec un consommateur qu'on lui aura dit « arrête de consommer ». Oui, c'est vrai qu'il y a des secteurs de la restauration, il y a les bars, ceux qui sont touchés au niveau du commerce au détail, il va y avoir des secteurs qui vont être très difficiles. Mais de façon générale, on n'aura pas des gens qui vont avoir je vous dirais, une récession dans leur bilan financier. Et on va également avoir, dans le fond, bénéficier de baisses de taux d'intérêt. On va en bénéficier d'une baisse du prix de l'essence. Donc, on est quand même, de toute façon, toute logique avec éventuellement un rebond qui va se faire. Est-ce que ça va se faire dans les compagnies aériennes puis dans les compagnies de croisière? Probablement pas dans les 18 prochains mois. Mais après le 11 septembre, on était supposé d'arrêter de voyager. Il y a bien plus de passagers aujourd'hui en avion qu'il y en avait
peut-être pas aujourd'hui, mais il y a quelques semaines, qu'il y en avait en 2001. Donc, l'économie n'arrêtera pas. On va devoir continuer à manger, on va devoir continuer à se vêtir. On a des dollars loisirs qui vont peut-être être déplacés de voyage vers des piscines, peut-être qu'ils vont être vers de la rénovation domiciliaire parce que les taux d'intérêt vont nous avantager. Il y aura certainement des changements, mais c'est pas vrai que l'économie est terminée à tout jamais. Alors ça, c'est important quand même de le garder à l'esprit. Notre défi aussi, c'est quand même, en demeurant la tête froide, de surveiller la situation à court terme, mais toujours de garder l'enlignement de votre investissement à moyen et à long terme. Alors, dans ce contexte-là, on a de l'argent pour plusieurs d'entre vous qu'on gère pour encore 15, 20, 25 ans. On gère pour certaines personnes d'entre vous de l'argent pour vos enfants. Alors, donc, il faut garder cette vision-là et de dire, sans prendre trop de risques, qu'il y a quand même des gestes qui doivent être posés à l'heure actuelle. Alors, donc, on a recommencé à faire du réinvestissement par phase, par étape. Encore une fois, à 700 000, le bloc appartement, il est super intéressant à acheter. Et la qualité, il faut que je sois prêt à le revoir à 600 000. Et c'est ce qui fait que si j'en ai vendu 2 l'année passée, j'en rachète juste un pour l'instant, avec un espoir peut-être qu'il redescende encore. Ce matin, quand je suis parti du bureau, les marchés baissaient. Et je vais vous avouer que ça faisait mon affaire. Parce que ça nous permet d'avoir le temps, après avoir analysé nos choses, de pouvoir aller racheter à des zones, encore une fois, dans des zones de confort. On va garder la discipline de le faire. On s'est fixé des montants, des baisses de moins 25, de moins 30, et c'est dans ces zones-là qu'on achète. On garde notre discipline, et lorsqu'on va regarder ça dans 2-3 ans, on va se dire « Hey, on aurait donc dû ». C'est probablement ça qui va arriver, sauf qu'on n'a pas, encore une fois, le time frame de quand est-ce que tout ça va être derrière nous. Je veux quand même, encore une fois, hey, il ne faut pas vendre, l'histoire nous dit qu'il ne faut pas vendre. Prenons des exemples concrets, là. Je vous fais traverser, dans le fond, la période, 3 récessions, les 3 dernières. Celle de 1974, celle de la crise technologique de 2001-2002 et également la crise financière. Et on est 3 investisseurs dans les 3 cas. 3 investisseurs qui partent avec un placement de 10 000 à peu près 2 ans avant que ça commence, avant la récession ou avant la correction. Alors, le 10 000 en 1974, dans le creux, il est arrivé à peu près autour de 5 800. Donc, une baisse à peu près de 42 %. Et là, rendu là, j'ai 3 investisseurs. Le premier, il dit, « Moi, je ne suis plus capable. Là. Tu vends tout ça, tu mets ça en certificat de dépôt de placement garanti. » Le deuxième, c'est statu quo. Je ne vends rien, puis je garde ce que j'ai. Et le troisième, lui, c'est je réinvestis un autre 10 000 dans ce que j'avais, donc pour, dans le fond, profiter de la faiblesse. La conclusion de tout ça, celui qui s'est transféré en certificat de dépôt, qui est en bleu pâle ici, bien, on voit que ça a pris à peu près 5 ans avant de récupérer son argent. Puis à ce moment-là, j'avais des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qu'aujourd'hui. Le deuxième, bien, statu quo, il revenait à peu près dans son argent à peu près autour de 2 ans en 1974 que c'est arrivé. Et naturellement, comme on peut le comprendre, le troisième, son 10 000 qu'il a rajouté, donc il avait mis 20 000, ça a pris à peu près 6 mois avant de revenir où est-ce qu'il était. Ça, c'est la récession où le marché baissier de 1974. Prenons celui de 2002. Encore une fois, je vous fais abstraction des chiffres, c'est les 3 mêmes conclusions. Le temps peut être un petit peu plus long, un petit peu plus court, mais c'est les mêmes principes. Et finalement, dans la crise financière, même affaire. On s'est ramassé encore une fois avec les mêmes principes. Alors, c'est une image, vous comprenez que ce n'est pas la réalité parce que, on n'aura pas la science infuse ou la chance d'investir dans le creux du marché. Et 2, on ne doublera pas vos actions non plus dans cette période-là. Mais c'est pour vous montrer quand même qu'au-delà de « faites rien, ça va remonter », c'est vrai, mais on voulait quand même vous démontrer qu'est-ce qui s'est passé encore une fois au cours des 3 dernières récessions. À la question « pourquoi on ne vend pas puis on rachètera plus tard ?» Bien, la raison est simple. C'est que quand on regarde votre positionnement en termes de gestion de risque, dans le fond, on établit ensemble un certain degré de risque qu'on veut prendre. Parce que vous savez que notre job, ce n'est pas de ne pas prendre de risque, c'est de gérer votre risque. Alors, on a fixé un degré de risque qui est votre profil d'investisseur et il y a un rendement espéré en fonction de ce risque-là qu'on a pris. Alors, quand on regarde les 30 dernières années, je suis en date du 31 décembre, on voit que le marché boursier, par exemple, américain, a donné une performance moyenne de 9,3 % par année. Maintenant, sur une période de 30 ans, si j'ai manqué, parce que je me suis amusé ou hasardé à sortir et à rentrer du marché, si j'ai manqué les 20 meilleures journées sur 30 ans, c'est pas beaucoup, c'est moins de 1 par année, mon rendement passe de 9,3 et il descend à 2,9.
Alors là, je me suis ramassé dans cette histoire-là qu'on vous a fait prendre un risque donné, puis j'ai ramassé seulement le rendement des placements garantis. C'est pas ça faire une bonne job. C'est ce qui fait que c'est important de demeurer investi. Il y a des journées actuellement, le marché perd 10, puis il reprend 10, il reprend 12. Quand vous allez vouloir vendre, ce n'est pas dans la journée de plus 12, c'est dans la journée de moins 10. Alors là, on se dit, bien, c'est pas grave, je vends. Ah, demain, ça monte de 12, je vais racheter. Non. Quand ça ouvre le lendemain matin à 9h30, là, ça ne rouvre pas à 100 puis ça monte à 112 dans une demi-heure. Ça rouvre à 112. Donc, je n'ai pas pu me permettre d'acheter ça. Donc, il ne faut pas être absent durant ces périodes-là. Il faut plutôt mesurer convenablement qu'est-ce qu'on met dans les marchés boursiers et qu'est-ce qu'on met dans le fonds en sécurité et en revenu fixe. On a des scénarios sur la table, évoqués davantage, je vous dirais, par d'autres organisations que la nôtre, qui disent on pense qu'au 31 décembre 2020, on va avoir récupéré les pertes qu'on a eues avec ce qu'on vit à l'heure actuelle. On n'est pas dans ce scénario-là, mais il y a quand même des probabilités. Elles sont faibles selon nous, mais ce n'est pas impossible. Est-ce que dans le passé, c'est quelque chose qui est déjà arrivé? Bien, ici, on voit l'image de ce qui s'est passé sur les marchés boursiers depuis les 40 dernières années. En bleu, c'est les rendements, dans le fond, que vous avez par année civile. On voit d'abord que sur 40 ans, il y a eu à peu près 6 années négatives, 34 qui ont été positives. Et ce que vous voyez, c'est que pour une année donnée, en bleu, c'est le rendement. Par exemple, en 87, l'année a fini avec un plus 5 %, mais ça vous démontre également que durant l'année, on a eu des baisses à un moment donné de moins 30. Alors, résumé de ça, je commence l'année avec 100 $, je n'ouvre pas mes états de compte, je le rouvre le 31 décembre, je finis à 105. Mais en réalité, durant l'année, je suis tombé à 70, ou en tout cas, il y a eu des baisses de presque de 30 % en cours d'année. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Quand on regarde la récession de 2008-2009, j'ai eu une performance de moins 37, moins 38 durant l'année calendrier, et j'étais un montant à peu près égal également au montant de baisse entre le sommet et le creux durant cette année-là. Donc, parce que c'est arrivé surtout en fin d'année. Alors, encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est impossible. On aime mieux se camper dans un scénario que ce qu'on va vivre actuellement va être plus une grosse récession et qu'on aura naturellement une période de peut-être 1, 2, 3 ans. Comme ça, si le scénario comme ça arrivait, bien, tant mieux, on sera bien content. On aura peut-être un petit peu moins profité, mais on aura pris moins de risques. Parce que si ce n'est pas ça qui se passe, ça peut occasionner des pertes additionnelles et ce n'est pas ça qu'on veut là, dans vos portefeuilles. Je finis avec une photo à chaque capsule financière. Je vous reviens avec cette photo-là qui est l'humeur des investisseurs. Alors, comme vous le savez, lorsqu'on est dans un optimisme extrême, souvent c'est caractérisé par un marché boursier qui est très élevé, qui va rebaisser par la suite. Au même titre que lorsque nous sommes dans une zone de pessimisme extrême, et on est ici actuellement, alors c'est caractérisé par une période où est-ce qu'on est près d'un creux de marché. Ça peut-tu descendre à 2 ou à 3? La réponse, c'est oui. Donc, encore une fois, très émotif, mais c'est bon quand même de savoir où est-ce qu'on est à l'heure actuelle et qu'est-ce qui est inclus dans les marchés. Alors, écoutez, en conclusion, avant de terminer, je pense que, humblement, c'est rassurant pour vous de savoir que vous êtes actuellement entre les mains d'une grosse équipe. Ce n'est pas pour se vanter qu'on dit ça. On est actuellement 21 personnes. On est tous installés chez nous en télétravail depuis jeudi passé. Je lève mon chapeau à notre organisation, la Banque nationale. Jeudi, Louis Vachon a dit « Vous en allez à la maison, on vous installe en télétravail ». Plusieurs d'entre nous le faisaient déjà, mais même nos adjointes, le vendredi matin, très tôt, tout le monde était organisé. À tous les jours, de 8h à 9h30, on a un appel conférence, tout le monde ensemble pour se résumer les faits saillants. Et notre comité de placement, de 4 à 6 le soir, fait chacun l'analyse. Le fait d'être 13 sur notre comité de placement fait qu'on en a un qui va surveiller le marché obligataire, l'autre va surveiller, par exemple, le marché boursier américain, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, beaucoup de profondeur. Il y a énormément de lectures à faire à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant de faire, et c'est ça que les 25, 30, 35 ans d'expérience que plusieurs d'entre nous ont autour de la table peuvent nous amener, on va accorder beaucoup plus de poids à de la recherche qu'on sait qu'en 2006, nous avait prévenu d'une crise immobilière. Et après ça, on a vu ce qui est arrivé. Qu'à quelqu'un qui dit « Ah, j'avais prévu qu'il arriverait un problème avec le coronavirus ». Je me souviens en 1998 d'avoir lu un rapport de Dr. Sherry Cooper, qui était à ce moment-là la stratège de la Banque de Montréal, qui parlait du H5N1.
Et puis, si je n'avais pas investi depuis 98, puis elle ne disait pas que c'était imminent, elle m'a dit qu'un jour, on allait vivre quelque chose comme on vit à l'heure actuelle. Mais si je n'avais pas investi pendant toute cette période-là, j'aurais moins d'argent que j'ai aujourd'hui dans mes portefeuilles. C'est important de tout relativiser ça. Alors, encore une fois, on est très content aujourd'hui d'être une structure qui nous permet de faire face à ce que vous avez. Si vous appelez au bureau actuellement, il n'y a personne au bureau. Toutes nos boîtes vocales nous sont transférées les messages par courriel et c'est comme ça qu'on est capable de faire nos retours d'appel. Alors nous, la business fonctionne, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Si vous avez la chance de donner une petite tape dans le dos à nos adjointes, elles font un travail actuellement remarquable. C'est extraordinaire. On est très contents. C'est dans des moments comme ça, qu'on voit vraiment la solidité, le dévouement. Soyez assurés qu'on est là pour vous. C'est des moments très intenses qu'on vit à l'heure actuelle. On se sent sous contrôle. Naturellement, comme vous le savez, c'est un stress de temps important parce qu'on veut bien faire les choses, puis en même temps, il faut se dépêcher à digérer cette information-là. Mais on a des processus en place, encore une fois, qui nous permettent de ne pas déroger. On est content d'avoir un Stéphane Gagnon qui s'est joint à nous à l'automne passé. Stéphane qui a 35 ans d'expérience, qui était à la Caisse de dépôt et placement, qui était au Fonds des professionnels, qui nous amène également ses lumières avec ses cheveux blancs. Probablement qu'ils vont blanchir encore plus cette semaine. Et dans le fond, c'est ça. On veut que vous sachiez que vous êtes entre bonnes mains. On aimerait également vous souhaiter de la santé, de la sécurité pour vous et pour vos familles. Alors, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, laissez-nous un message, on vous rappelle. J'espère que les propos que j'ai aujourd'hui, vous voyez qu'on n'a pas la science infuse, l'économie, la finance, ce n'est pas une science exacte, c'est des probabilités. Alors, c'est notre travail actuellement de bien prévoir, de protéger votre portefeuille tout en ayant un horizon d'investissement à long terme. Alors, en espérant que ces quelques informations vous ont plu, je vous souhaite une bonne fin de journée.